Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson à Liège. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Parlons Harley. Je le sais, cela fait un petit temps maintenant qu'on est un petit peu moins régulier dans la sortie de nos vidéos et encore plus longtemps qu'on ne vous a pas parlé d'histoire sur cette chaîne, alors qu'il est clair que c'est un des sujets probablement qui vous plaît le plus, autant qu'à nous en tout cas. Alors, autant s'y remettre directement, autant y aller à fond avec un sujet bien balèze, celui de l'histoire de la compétition entre Harley-Davidson et Indian Motorcycle. Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un petit peu à la marque au Bar & Shield, vous avez probablement déjà regardé la très bonne série en 3 épisodes produite par Discovery Channel. Je parle de Harley and the Davidsons. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite vraiment à le faire. Vous la trouverez très facilement en streaming en ligne, même je pense sur YouTube. Évidemment, vous y allez après avoir regardé cette vidéo-ci. Si elle est très bien faite et très agréable à suivre, vous devez quand même garder en tête qu'il s'agit avant tout d'un format pour la télévision et donc que le tout est très romancé. De plus, elle n'est écrite que du point de vue de Harley-Davidson et a donc, je trouve, une forte tendance à faire passer la marque de Milwaukee pour les gentils qui se battent contre les méchants de Springfield. La vérité, évidemment, est bien plus complexe que cela. Alors, je vais être honnête avec vous, même si je vais essayer de raconter cette histoire de la façon la plus objective et factuelle possible, il est clair que je ne le fais pas non plus sans un certain intérêt personnel. En effet, ce n'est pas un secret, depuis quelques années maintenant, Indian revient sur le marché mondial de la moto et il y a quand même, c'est vrai, certaines personnes qui hésitent entre les deux marques. Si je ne peux pas nier que commercialement et techniquement, ils ont des arguments qui pourraient peut-être séduire. Il y en a un qui est souvent mis en avant par les revendeurs de notre région en tout cas, et moi qui m'agace particulièrement. Cet argumentaire de vente, c'est Indian existait avant Harley-Davidson. Alors, soyons clairs, moi je n'ai aucun problème avec le fait historique. Il est vrai, la première Indian a vu le jour aux alentours de 1901, soit environ 2 ans avant la première Harley-Davidson. Non, je trouve juste que ça n'a pas de sens pour moi de mettre l'accent sur ces 2 petites années de création avant, alors que pendant près de 50 ans, tu n'as pas produit une seule moto, quand ton concurrent, lui, même si ça n'a pas toujours été rose, il faut l'avouer, va bientôt fêter ses 120 ans d'existence sans interruption. Alors voilà, les amis, servez-vous un verre. Comme moi, installez-vous confortablement. Je vais vous raconter l'histoire de ces 2 marques emblématiques. Bon, une marque emblématique et une autre qui existait 2 ans avant, comme on vous le dira chez eux. Donc, nous voici en 1889 à Springfield, dans le Massachusetts. George M. Handy, qui est un ancien coureur cycliste, va fonder une manufacture de cycles, donc de vélos, baptisée Handy Manufacturing Company, et très vite se retrouve à la tête de plusieurs magasins. À cette époque, le vélo est clairement un moyen de transport extrêmement populaire et de très nombreux bricoleurs, artisans, chercheurs, inventeurs cherchent à améliorer les performances de ce type de véhicule, notamment grâce au moteur à combustion français, le de Dion-Bouton. En 1899, soit 10 ans après le lancement de son affaire, Handy va faire la connaissance d'un ingénieur, disons-le, de génie, Oscar Edstrom, qui travaille sur les plans d'une motocyclette propulsée par une copie améliorée de ce fameux moteur. En janvier 1901, les 2 associés s'accordent sur les thèmes et construisent la première version de leur moto. La première Indian était née. Surnommée Camelback à ses débuts, que l'on peut traduire par dos de chameau en raison de la position arrière de son réservoir, cette première création embarque un monocylindre de 213 cm3 qui développe 1,75 chevaux et surtout qui adopte une transmission par chaîne à une époque quand même où, il faut le dire, la courroie en cuir était largement plébiscitée. Le succès est immédiat
Et dès 1905, la ND Manufacturing Company produit près de 1200 machines, soit le double de ce qu'ils avaient fait l'année précédente. Plus ou moins à la même époque, en 1903 exactement, William S. Harley qui a 21 ans et Arthur Davidson qui en a 20 et qui est dessinateur et modeleur pour l'usine Bart Manufacturing à Milwaukee dans le Wisconsin, passent eux aussi leur temps libre à concevoir un moteur à combustion interne. Et eux aussi, ils étudient les plans du moteur français qui s'avère être à la fois fiable et léger. Leur but, dans un premier temps, aurait été de créer le premier moteur hors bord, et oui, afin d'atteindre plus vite leur lieu de pêche favori sur le lac Michigan. Ce n'est qu'en lisant les travaux des Allemands Hildebrandt et Wolfmüller, qui ont établi les bases de la partie cycle d'un deux roues motorisé, que Bill Harley va convaincre son ami Arthur Davidson de construire une motocyclette. Bien qu'il soit débordant d'idées, il ne dispose pas de fonds importants et manque également d'une formation mécanique pure. C'est pour ces raisons donc qu'ils vont se heurter à la faible puissance du monocylindre ainsi qu'aux casses à répétition de leur cadre. C'est ainsi que les frères d'Arthur, Walter qui est machiniste et William qui est usineur, vont se joindre rapidement à l'aventure. De cette nouvelle, on va dire, association naîtra un monocylindre, cette fois-ci de 405 cm3 qui développera d'abord 2 puis 3 chevaux, ce qui la rendra capable de gravir les côtes sans l'aide des pédales. Et oui, à la base c'était quand même des vélos, il y avait des pédales et quand le moteur ne suivait pas, on pédalait. En 1905, cette première Harley Davidson prend la dénomination de Silent Grey Fellow, que l'on peut traduire par l'ami gris silencieux, en raison notamment de sa couleur, mais également du fait qu'elle soit munie d'un silencieux. Et oui, c'est quand même assez drôle, mais il semblerait qu'à l'époque, les 4 compères souhaitaient créer la moto la moins bruyante possible. Les premiers bikers, eux, trouvaient toutefois que ce silencieux perturbait en réalité le bon fonctionnement du moteur, et donc, ils le faisaient assez rapidement retirer. On peut donc dire, 120 ans plus tard, que rien n'a changé chez Harley Davidson, et je pense même qu'on peut aller jusqu'à dire que les prémices du stage 1 sont en réalité aussi vieux que la marque. Le tout premier client pour la petite histoire de la Harley Davidson Motor Company fut Henry Meyer. Sa Silent Grey Fellow, qui passera quand même entre plusieurs mains, parcourra pas moins de 133 500 km sans qu'il soit nécessaire de changer la moindre pièce. Un record de fiabilité pour l'époque quand même, il faut le dire. Bon, si vous êtes toujours bien réveillé après ces premières minutes, il y a peut-être une chose qui vous frappe, comme moi elle m'a frappé, c'est à quel point les bases de la création de ces deux marques sont en réalité très semblables. En effet, elles naissent toutes les deux de l'association de deux personnes complémentaires, l'une avec un fort caractère et un sens commercial inné, et l'autre plutôt un passionné par les nouvelles technologies et qui rêve réellement d'améliorer ce nouveau moteur à combustion interne dont tout le monde parle, parce qu'il a l'instinct et il sent que c'est ça l'avenir du transport. Toutefois, dès le départ, Indian va quand même disposer d'un avantage immense par rapport à HD en la personne de George Handy, puisque celui-ci bénéficie en réalité de finances solides et d'un réseau de distribution important à travers les États-Unis grâce à sa société de cycle. Et clairement, c'est cette différence qui, au fil des années, va accentuer la petite guerre entre les deux marques. À l'époque de leur création, on dénombre plus de 200 fabricants de motos de deux roues motorisées à travers les États-Unis, mais aucun ou presque disposant des ressources économiques de Handy, ce qui, lorsque vous faites ce que l'on appelle aujourd'hui du R&D, de la recherche et développement, c'est clairement un atout majeur. Et à l'époque, quoi que vous fassiez, c'était de la recherche et du développement en fait, puisque vous partez de rien. Ce bon vieux George, en tant qu'ancien coureur cycliste, connaissait parfaitement l'impact que la compétition pouvait avoir sur les ventes et donc il faisait le tour des États-Unis avec sa moto afin de la faire se mesurer à celle des autres artisans qui souhaitaient eux aussi se lancer dans cette nouvelle activité porteuse. Et lorsque ses concurrentes montraient des performances, on va dire intéressantes, équivalentes ou des nouveautés technologiques, la légende raconte qu'il n'hésitait pas à mettre la main au portefeuille afin de s'offrir ces marques naissantes et donc de tuer la concurrence directement dans l'œuf. Si cela est une nouvelle fois très romancé dans la série télévisée, on n'est pourtant pas loin de la vérité puisque très tôt dans l'histoire de la marque de Milwaukee,
La Silent Grey Fellow s'est inscrite à l'une de ces compétitions avec un moteur qui développait presque le double de chevaux de l'Indian à l'époque. À la suite de cela, Andy, comme à son habitude, se serait empressé d'offrir une somme d'argent aux 4 créateurs de la marque afin de racheter la Motor Company et ceux-ci vont simplement la refuser. Alors est-ce que c'était par orgueil ou par fierté? Peu importe, mais en tout cas ça va vraiment vexer notre ami au chapeau à plumes. La hache de guerre était officiellement déterrée, et ce même si à cette époque clairement les deux marques ne jouaient pas encore du tout dans la même catégorie. Les deux allaient devenir dès cet instant de réels concurrents. Au fil des années, le nombre de marques de fabricants de motos aux États-Unis va fortement se réduire, soit par manque de chiffres, soit par manque de résultats de développement, soit par fusion ou même par rachat. Seules quelques marques comme Thor ou Excelsior résisteront avec Harley-Davidson au rouleau compresseur qu'est Indian Motorcycle. Cette suprématie de Springfield s'explique notamment par le travail de ses ingénieurs qui seront à la base d'innovations majeures encore utilisées de nos jours. Par exemple, en plus de la transmission par chaîne que je vous ai citée précédemment, dès 1905, leurs motos seront munies d'une poignée d'accélérateur tournante au guidon, poignée de gaz, qui, même si elle était côté gauche à l'époque, elle permettait de moduler de façon beaucoup plus intuitive le régime moteur. On parle quand même d'une époque où les freins étaient quand même toujours assurés par rétropédalage, façon torpedo quoi. Dès 1907, Indian va sortir son premier V-twin. Celui-ci, ouvert à 42 degrés et de 633 cm3 de cylindrée, développera près de 5 chevaux et est installé dans le même châssis exactement que le monocylindre. La même année, Indian remporte l'ancêtre des ISDT, une sorte de course des nations de l'époque, grâce à son V-twin piloté par T.K. Teddy Hastings. Fort de cette victoire, la marque comprend que son expansion passera notamment par l'exportation. Et c'est ainsi qu'ils s'en vont affronter les Européens sur le tout premier autodrome de Brookland ou encore sur le mythique circuit routier du Tourist Trophy sur l'île de Man. Et là, les ventes s'envolent cette année-là puisqu'elles vont atteindre quand même le chiffre de 2176 motos et leur offrant par la même occasion le titre de premier constructeur moto mondial. Afin de se garantir cette place de leader mondial, s'il n'est plus vraiment possible pour George Andy de racheter encore les marques concurrentes, il aura la bonne idée de mettre en place un système ingénieux pour s'offrir en réalité la fidélité, cette fois-ci des concessionnaires. Ceux qui acceptent de ne vendre qu'exclusivement sa marque recevront une sorte de bonus sous forme soit de royalties, soit de parts dans la société Indian Motorcycle même. Grâce à cela, il s'assure une bien plus grande visibilité et freine par la même occasion l'expansion des marques concurrentes, notamment, celle de ces 4 mecs de Milwaukee qui ont refusé de lui vendre quelques années plus tôt. Ceux-là, justement, ils rencontrent un certain succès avec leur Silent Grey Fellow, qui est commercialisé en 2 versions de leur monocylindre, une version 494 et une version 800 cm3. Celui du 800 cm3 développe 6,5 chevaux et permet à la moto quand même de tutoyer les 100 km/h, ce qui était une réelle performance pour l'époque. Celle-ci ne va toutefois pas évoluer énormément au fil des années pour la simple et bonne raison qu'une partie de l'argent qu'elle rapporte sera utilisée en réalité afin de financer les études de William Harley à l'université de Wisconsin, ce qui lui permettra ainsi d'acquérir de solides bases et de solides connaissances en mécanique. C'était un peu ce qui lui manquait au départ. À la fin de son cursus, en 1909, il sait pertinemment que l'avenir de sa marque passera par le moteur V-twin. Celui-là même qui a permis à Norton de remporter le TT en 1907 et à Indian de devenir le numéro 1 mondial la même année. Dans la hâte et pour répondre à une demande grandissante, il développe donc le premier V-twin Harley-Davidson dans la foulée, directement. Malheureusement, cette première tentative, un peu vite fait bien fait, est décevante en raison de ses soupapes poussées à l'admission et de l'absence d'attendeur de la courroie en cuir qui fait office d'embrayage de fortune, notamment. Après ce ratage, disons-le complet, le V-twin à 45 degrés de 819 cm3 reprend du service 2 ans plus tard, en 1911. La soupape d'admission est désormais culbutée, ce qui permet des régimes moteurs bien plus élevés. Il portera la dénomination de F-Head en raison de sa chambre de combustion en forme de F. Alors, l'histoire d'Harley-Davidson est quand même
parsemé, il faut le savoir, au fil des années de grandes idées ou de bonnes idées au bon moment qui permettront à la marque de soit surperformer par moment ou de simplement survivre à d'autres périodes. L'une de ces fameuses idées est née en 1909. Alors que, comme je vous l'ai expliqué, Indian fait tout pour cadenasser le marché et donc empêcher le développement de ses concurrents en s'assurant notamment l'exclusivité des concessionnaires et distributeurs, eh bien, Harley-Davidson va se lancer à la conquête d'un marché ignoré par Indian, les institutions publiques. La première commande fut passée par la police de Chicago et elle fut très rapidement imitée par d'autres forces de l'ordre américaines, mais aussi étrangères, comme par exemple la Belgique, le Mexique, le Brésil, etc. Ces ventes sauveront le constructeur plus d'une fois de la banqueroute, notamment lors de la crise économique de 1929. À partir de 1910, les Indian abandonnent la partie cycle dite diamant pour un cadre simple berceau baptisé Loop Frame qui améliore la rigidité et abaisse le centre de gravité. Le mono, comme le V-Twin, adopte une distribution semi-culbutée et d'un point de vue comptable, les chiffres de vente enregistrés en 1909 ont plus que doublé avec la production de 4771 motos par rapport à l'année précédente. Indian, qui à l'époque était toujours précurseur dans le développement de ces motos, adapte également une innovation majeure dans ce domaine avec une boîte de vitesse à 2 rapports. Également, une pompe automatique à huile perdue ainsi que la célèbre fourche à lame qui sera la signature des motos du constructeur de Springfield jusqu'à la Seconde Guerre mondiale font aussi leur apparition à cette époque. Les ventes explosent littéralement avec 19 500 Indian produites. 1911 sera l'année d'Indian, cette fois-ci en matière de compétition motocycliste à travers le monde. Le 4 juillet, date symbolique puisque c'est le jour de la fête nationale américaine, Erwin G. Cannonball Baker, et non à rallonge, impose son Indian sur le tout nouvel autodrome d'Indianapolis. La même année, la marque place ces 3 motos aux 3 premières places du Tourist Trophy, prouvant ainsi au monde entier la qualité de son travail. Enfin, au guidon de son board racer à moteur V-Twin de 994 cm3 coiffé de 2 culasses à 4 soupapes, Jacob Jake de Rosier bat Charles Collier sur Matchless lors de plusieurs confrontations sur le circuit de Brookland. Le pilote, qui est d'origine québécoise, devient alors la toute première star de la course motocycliste au monde. C'est en gros le Valentino Rossi de l'époque, quoi. Il remportera quand même durant sa courte carrière pas moins de 900 victoires, que ça soit en bord track mais également sur terre battue. Mais 1913 va marquer un virage dans le mauvais sens pour Indian et entamera, on va dire tout doucement, un ralentissement de son expansion. L'ensemble de la gamme abandonne la couleur bleue pour le rouge vermillon ainsi que le dangereux starter à main monté depuis 1909 au profit cette fois-ci d'un traditionnel Kickstarter. Hedstrom quitte Indian peu après avoir réalisé une partie cycle entièrement suspendue dont des lames placées sous la selle amortissent les mouvements du bras oscillant. Il semble malheureusement que le technicien ait été très affecté par la lente agonie de Jake de Rosier suite à une blessure mal soignée survenue lors d'une course sur le motodrome de Los Angeles en 1912. Bien qu'il ait été cofondateur de la marque, il sera remplacé par l'ingénieur Charles B. Franklin. Le 1er décembre 1913 marque également le début du travail à la chaîne dans l'usine d'Henry Ford. Et oui, et là, le prix de la Ford Model T va à partir de cet instant baisser année après année, et finira par mettre à mal l'ensemble de l'industrie motocycliste américaine. En effet, le prix de cette voiture, surnommée outre-Atlantique la Tin Lizzy, s'échange contre la somme de $345, alors qu'une Indian coûte au bas mot $375. Ainsi, si en 1913, Indian enregistre la vente record de 32 000 motos, ce chiffre tombe à 21 000 unités en 1916. Cette chute des ventes va causer la perte de George Handy qui sera malheureusement contraint d'abandonner son poste à la direction de son entreprise. La même année, pourtant, ils vont sortir la Power Plus. Cette moto associe la partie cycle entièrement suspendue de Hedstrom, réalisée en 1913, à un bicylindre à la fois économique à construire et puissant. En effet, ce V-Twin à 42 degrés de 997 cm3, donc 61 cubic inch, à soupape latérale est signé Charles Gustafsson, qui est un transfuge de chez Reading Standard. Il affiche une puissance de 18 chevaux et devient l'archétype
du moteur Indian. De son côté, grâce à ses nombreuses commandes institutionnelles, Harley-Davidson se porte plutôt bien et en 2011 décide de débaucher William Bill Ottaway, qui est ingénieur chargé du service course chez le constructeur Thor. Si dans un premier temps il secondera William Harley, il prendra ensuite la direction du Racing Department de la marque, donc département course. Et là, l'objectif, il est clair, venir titiller Indian sur son territoire de prédilection qui est la compétition. En novembre 1913, l'écurie Harley-Davidson fait des débuts timides mais prometteurs lors des 300 miles de Savannah avec pas moins de 7 machines engagées. En 1915, Harley-Davidson engage avec Harry Otto Walker et Leslie Red Parkhurst 2 pilotes de premier plan. Ils vont former à eux deux le noyau dur de la team Harley qui sera surnommé The Wrecking Crew, bref, les démolisseurs, surnommés comme ça en raison de la domination sans partage des motos de Milwaukee dans la discipline durant son âge d'or. La même année, Otto Walker remporte les 300 miles de Venice en Californie, non pas en Italie, avec une vitesse moyenne record de 111 km/h et permet ainsi à Milwaukee d'empocher une première victoire dans une course majeure. Le 4 juillet 1916, à nouveau jour de fête nationale américaine, le petit Irving, lui, remporte la course la plus prestigieuse du calendrier états-unien, la Dodge City 300. Il est au guidon d'un tout nouveau raceur, construit par Bill Ottaway cette fois-ci. Ce V-twin abandonne les culasses de F-Head, qui étaient semi-culbutées, au profit d'éléments à 4 soupapes actionnés par 2 arbres à cam en tête, placés dans un carter banjo. À la fin de l'année 1916, les constructeurs s'accordent cette fois-ci pour suspendre leurs activités en compétition du fait de l'entrée en guerre imminente des États-Unis. En 1917, Harley-Davidson et Indian sont plus concurrents que jamais et doivent en plus se battre avec la fameuse Ford T. Le 6 avril, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne suite aux attaques des sous-marins allemands sur leurs navires civils. Les deux marques vont voir en cet événement une véritable opportunité commerciale et chacune l'abordera de façon diamétralement opposée. Indian, tout d'abord, suivra en réalité la philosophie instaurée par George Handy depuis le début en proposant des prix cassés en échange d'un contrat d'exclusivité. En effet, ils promettent des prix bas tout en garantissant de fournir à l'armée l'ensemble de leur production. Bien que leurs chiffres étaient en baisse depuis quelques années, Indian restait quand même le premier constructeur mondial et détenait un sérieux palmarès en compétition. Il représentait donc le fournisseur idéal pour l'US Army qui signa directement le bon de commande. Pour Harley-Davidson, il était clairement impossible de rivaliser avec cette offre, que ce soit en termes de tarifs, mais également de quantité de véhicules à fournir. En effet, Milwaukee souhaite conserver une production civile, notamment afin d'honorer plusieurs contrats institutionnels qui étaient en cours. Le combat semblait donc perdu d'avance pour Milwaukee, oui, mais, sauf que, une fois encore, Harley-Davidson va avoir une nouvelle de leurs idées qui va les faire entrer dans la danse assez rapidement. En effet, ils vont offrir gracieusement à l'US Army des mécaniciens venus directement de leurs usines afin de former chaque soldat à la conduite, mais surtout à la mécanique de leur moto. En effet, l'argument il est massue. N'importe quel soldat pilote de moto sera capable, sur base de plusieurs Harley-Davidson accidentés ou en panne sur le champ de bataille, reconstruire une nouvelle moto en état de fonctionnement. Ça allait clairement sauver des vies. Et il n'en fallait pas plus pour convaincre l'armée et elle passa directement une commande pour près de 20 000 Harley-Davidson, soit la moitié de la production de la Moco entre 1917 et 1919. Forcément, même si les chiffres varient en fonction des sources, cela semblait assez peu par rapport à Indian qui allait fournir l'entièreté de ses motos produites, soit entre 40 et 50 000 unités à peu près. Oui, sauf que ces chiffres étaient théoriques et que dans la réalité, pour tout un tas de raisons, seules 20 000 motos de chaque marque furent réellement achetées et payées par l'armée. À la fin de la guerre, les prix pratiqués par Indian et la récession due à celle-ci ont mis la société en grande difficulté. Et pire que ça, ayant fait le choix de fournir la totalité de leur production à l'armée, les concessions Indian sont restées vides durant ces 2 ans. Par conséquent, soit elles n'ont pas résisté et elles ont simplement fermé à cette période, soit elles sont passées à l'ennemi, comprenez par là Harley-Davidson. En 1920,
Indian perd officiellement son titre de premier constructeur mondial au profit d'Harley-Davidson qui compte plus de 2000 concessionnaires à travers 67 pays. Les amis, merci à vous si vous êtes restés avec moi jusque maintenant. On essaye de faire quelque chose de pas trop lourd, mais il y a tellement à dire que c'est parfois difficile de faire le tri entre ce qui est pertinent ou pas. J'espère sincèrement que vous avez apprécié regarder cette première partie autant que moi, j'ai apprécié vous la raconter. Vous l'avez compris, la différence entre les deux sociétés, c'est essentiellement dans la manière qu'ils ont d'aborder le commerce de façon générale. Il n'y a pas un gentil et un méchant, un bon et un mauvais, simplement des stratégies commerciales différentes, parfois qui sera au bénéfice de l'une et parfois qui sera au bénéfice de l'autre. Forcément, nous n'avons parcouru qu'une toute petite partie de cette histoire, à peine 20 ans, mais je vous promets, on va revenir très vite avec la suite de cette concurrence qu'on va dire est historique, clairement. Si vous ne voulez surtout pas manquer cette suite, eh bien, pensez à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vous promets, dès que j'ai 2 minutes, je viendrai essayer de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao.